Bonjour à tous. Bon, les aléas du direct font qu'on n'arrive pas à activer la vidéo de Monsieur Gilles de Boncourt qui est présent et qui va euh, intervenir, vous présenter le produit qu'on vous propose, le produit financier. Va vous présenter bien au-delà du produit son intervention au sein de 1, 2, 3 actifs forestiers. Gilles de Boncourt est ingénieur agronome des eaux et forêts. Il dispose d'à peu près, enfin, d'un peu plus de 40 ans d'expertise dans les domaines forestiers français et européens. Il a notamment développé la coopérative Unisilva, qui est une coopérative forestière, qui est la deuxième plus grande coopérative forestière de France et la deuxième société de gestion forestière privée française. Pendant ce webinaire, on va parler d'un, deux, trois actifs forestiers. On va parler également des forêts, bien entendu, qui sont dans le portefeuille de un, 2, 3 actifs forestiers. Il y en a 5. On va faire donc un petit bilan de l'année écoulée, puisque ça fait 1 an qu'on porte ce portefeuille de 5 forêts au sein de la société 1, 2, 3 actifs forestiers. Donc, Monsieur de Boncourt va vous présenter la gestion technique de ces forêts, également le contexte sectoriel du marché de la forêt en France, notamment comment ça fonctionne, comment se valorise des forêts, qu'est-ce qu'une forêt. Et puis après, on vous présentera les modalités de l'investissement qu'on vous présente sur l'endosphère, avec l'avantage fiscal qui est associé à un placement sur cette typologie de produits. Monsieur de Boncourt, je vous laisse. Alors, bien entendu, c'est toujours plus intéressant de voir la tête des personnes qui interviennent. Malgré cette petite aléa technique, vous avez la faculté de voir une vidéo avec Monsieur de Boncourt qui intervient en allant sur la page dédiée à cet effet que vous avez sur la page d'accueil du site Landosphère. Vous verrez Monsieur de Boncourt qui présente euh, euh, les forêts qu'il gère. Je vous laisse la main si vous souhaitez pour faire une petite présentation de vous, de votre expérience, de vos expertises, et puis également, bien entendu, intervenir sur la présentation de 1, 2, 3 actifs forestiers à proprement parler. Merci Amaury et bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Euh, donc vous l'avez compris, je suis un ingénieur agronome et des eaux et forêts. J'ai passé ma vie en forêt un peu au Canada, celle de Vancouver en recherche forestière appliquée et puis beaucoup en France, mais aussi en Europe d'une façon large et en Europe, que ce soit dans les pays de l'Est ou dans les pays frontaliers. Donc je peux dire que j'ai une expérience, j'ai construit, au-delà de ma formation initiale, et en tout ce qui est biologie, vous savez, la formation, l'observation du terrain est importante. J'ai construit toute une expérience, aussi tout un réseau d'hommes autour de moi, parce que la forêt ne va pas sans les hommes. Pourquoi est-ce que je suis présent dans un, deux, trois actifs forestiers? Ben, d'une part, parce que je connaissais un, deux, trois ventures pour avoir déjà travaillé avec un, deux, trois ventures sur des investissements industriels utiles à la forêt et que beaucoup apprécié les différentes collaborations que j'ai pu avoir avec un, deux, trois ventures dans la clarté et la confiance. Quand un, deux, trois ventures m'a demandé de prendre la présidence d'un, deux, trois actifs forestiers, je l'ai fait avec joie il y a 1 an et demi, 2 ans, grosso modo, il y a 1 an et demi quand j'ai pris ma retraite. Et, et mon rôle, c'est à la fois de choisir des forêts que nous avons achetées, et je reviendrai là-dessus, parce que c'est original par rapport à ce qui existe par ailleurs en France. Et puis la deuxième chose, c'est de jouer le rôle d'un propriétaire forestier, c'est-à-dire de suivre et contrôler la gestion forestière dans ces différents petits massifs forestiers. Je vous disais que lorsque vous rentrez dans un octroi actif forestier, à l'inverse de ce qui peut exister dans des GFI aujourd'hui, des groupements forestiers d'investissement, où vous donnez votre argent, enfin vous investissez votre argent, mais sans savoir
quelles sont les forêts qui seront achetées, parce que c'est avec votre argent versé sur un compte que les forêts vont être achetées par la suite. Là, c'est exactement l'inverse qui a été proposé par un, deux, trois actifs forestiers. Les forêts sont achetées et c'est une fois que les forêts sont achetées qu'elles sont mises sur le marché et soumises à votre proposées à votre investissement. Ce qui veut dire que ces forêts ont été achetées sans aucune pression de délai parce que lorsque vous prenez GFI, il faut avoir investi cet argent au bout d'un terme, euh, sans sans aucune obligation de délai. Et donc, ça a permis de choisir des forêts avec un profil au départ qui était de diminuer le risque face aux différents risques que représente la forêt. C'est lié à la longévité de la vie des forêts, comme le changement climatique, par exemple, et de choisir des forêts qui représentaient les meilleures garanties possibles face aux différents risques naturels que l'on connaît. Et donc, elles sont, vous le voyez sur la carte de France, elles sont éparpillées un peu partout. Et elles sont également en général sur des sols et des qualités de forêt qui sont bonnes. Le, ces forêts, on y reviendra, enfin vous le verrez dans la description des forêts, sont des forêts moyennement âgées, sauf peut-être pour l'une qui est le forêt de la Boue de la Côte dans l'Aveyron, qui rentrera en production en récolte d'arbres matures assez rapidement, mais rapidement pour un forestier, ça peut être vous faire sourire, c'est de l'ordre de quelques années. Euh, voilà, les autres sont plus des forêts en mi-âge, je reviendrai tout à l'heure, ce sont des forêts en capitalisation, mais qui sont de qualité sur des bons sols, avec des climats, des climats ou des microclimats qui sont bien et qui, à mon sens, sont des forêts qui peuvent aujourd'hui résister au changement climatique que l'on connaît. Euh, que vous dire d'autre? Ce sont des investissements de capitalisation serein parce que ce sont des forêts de qualité et qui sont plus en capitalisation, c'est-à-dire comme une tirelire, on remplit une tirelire dont la valeur ne tombe pas, c'est acyclique au plan économique, la valeur d'une forêt, mais ce ne sont pas encore des forêts qui présentent un revenu courant important, parce que tout simplement les arbres ne sont pas encore à maturité. Les gestionnaires de son forêt sont les gestionnaires historiques euh, de, qui suivaient ces forêts. C'est en grande partie pour 4 forêts sur 5, une Silva, qui est la coopérative forestière que j'ai le plaisir de prendre au berceau, de développer et que je connais par cœur, vous l'imaginez bien. Et surtout, ces forestiers, je connais la qualité de chacun des forestiers qui suivent ces forêts. Et une autre forêt qui est suivie par une autre coopérative qui s'appelait Forêt Bois de l'Est, qui est devenue Forêt d'ici aujourd'hui, dont je connais également le forestier qui suit cette forêt. Voilà, qui est en Meurthe-et-Moselle, celle-là. Voilà. Où sont-elles, ces forêts? Ben, il y a une première forêt dans l'Allier qui s'appelle la forêt de la Loge. 72 hectares, ce sont des forêts en chêne sessile. Vous avez plusieurs chênes en France. Et le chêne de Futay, en général, est dans le centre de la France. Pensez à la Futay de Tronchet, par exemple. Sont des chênes sessiles qui sont au stade de futée. Alors, c'est quoi une futée? C'est une parcelle forestière constituée d'arbres qui vont faire du bois d'œuvre. Et là, on a deux types de futaies. La majeure partie des futaies en France sont des futaies avec des parcelles dans lesquelles les arbres ont tous le même âge. Et parfois, vous avez des futaies, alors on appelle ça des futaies régulières. Et le modèle français, c'est l'école forestière française le plus répandu. Et alors, vous avez dans une forêt équilibrée, mais dans des grands massifs forestiers, des arbres qui vont de 0 à 150 ans, par exemple, pour le chêne, et des parcelles avec chaque âge. Ou alors, tous les âges sont mélangés au sein de la même parcelle. On parle de futaies régulières, vous en entendez parler aujourd'hui à travers le couvert continu, très souvent réservé aux montagnes, parce que du coup, on ne découvre jamais les sols et ça évite d'avoir des ravinements. La tradition française, c'est de gérer en futaies régulières. Beaucoup de forêts ont été constituées comme ça. Et donc, cette forêt de la Loge, c'est de la futaie régulière, de chênes d'âge moyen, tous à peu près du même âge. C'est lié au passé de cette forêt, qui sont de qualité. Ce sont des chênes qui ont 80 ans, grosso modo, voilà, qui sont vraiment de qualité. Forêt du bout de la côte, c'est une forêt complètement différente, qui est dans l'Aveyron, une forêt de ravin, avec des très fortes pentes, qu'on a acheté à un très bon prix parce que peu de gens en France savent gérer des forêts sur de la forte pente, comme en montagne.
Ce n'est pas du tout le cas d'Unisilva qui a un bon savoir-faire là-dessus dans ce type de région, notamment dans le Cantal. Et cette forêt est tout près d'Aurillac, à 40 km, quelque chose comme ça, à la limite du Cantal et de l'Aveyron. Et elle est dédiée pour partie à de la protection, c'est-à-dire qu'on n'interviendra jamais dessus. Et une autre moitié, il est en production avec un arbre nord-ouest américain qui s'appelle le Douglas, qui est un arbre dont la qualité du bois est reconnue dans le monde entier et qui prend de la valeur chaque année sur les marchés, parce que c'est un arbre qui est très recherché. Et qui vont rentrer en production de revenus principale, c'est-à-dire qu'on va faire les premières coupes de récolte définitive dans les 5 ou 10 années. J'y reviendrai tout à l'heure. La forêt de la Varogne, c'est une autre forêt dans la Haute-Vienne, 47 hectares, qui est elle en feuillus, mélangée en feuillus d'une part des chênes américains, chêne rouge, c'est un chêne américain, qui vient très bien dans cette région de la Haute-Vienne, et en résineux, principalement de Douglas, dont je parlais au préalable, et qui est une forêt qui est aussi mi-âge, qui fonctionne bien dans un site ravissant le long d'une rivière. Voilà. Et que vous voyez sur la petite vidéo d'un, deux, trois actifs forestiers qui a été tournée dans cette forêt. La forêt de Centenay dans le Loir-et-Cher, c'est une forêt plus classique du centre de la France, fait 55 hectares. C'est une forêt qui est à dominante de chêne. En conversion, ça veut dire quoi? C'est qu'on avait avant un régime euh, de taillis sous futaie. Alors, c'est quoi le taillis sous futaie? C'est la futaie dont je vous parlais, mais des arbres de futaie avec des âges différents. Et en dessous du taillis, le taillis sont des bois qu'on coupe et qui repoussent tout seuls, qui étaient utilisés pour faire du bois de chauffage, qu'on coupait jadis tous les 15 ans et aujourd'hui tous les 30 ans. Et on peut petit à petit recruter au maximum les bois qui vont faire du bois d'œuf plus tard, des beaux chênes plus tard. Et ça amène une futaie avec des âges de chêne différents, et on appelle ça une futaie feuillue en conversion, parce qu'on convertit un régime taille sous futaie en régime de futaie. Voilà, et c'est ce qui se passe dans cette forêt de Centenay. Et la forêt de Noroil-Sec, c'est aussi une futaie feuillue de chêne de Meurthe-et-Moselle, 29 hectares, et elle est faite de chênes qui sont à maturité. On a réalisé une première coupe d'amélioration d'éclaircies, parce qu'on va petit à petit régénérer par petits bouquets. Alors un bouquet, c'est quoi? C'est 50 arts, non, c'est 500 arts, enfin, ça va jusqu'à un demi-hectare. Voilà, grosso modo, cette forêt avec des bois, soit par plantation naturelle, soit par régénération naturelle, soit par plantation artificielle, pardon, soit par régénération naturelle. Le tout, vous voyez, présente à peu près 400 hectares, mais dans lequel vous avez 100 hectares qui sont forêts de protection. On a voulu, donc on est bien diversifié en France, c'était notre première volonté. On voulait, pour pouvoir mutualiser ce risque, et malgré ça, on est quand même couvert par deux types d'assurances. Une assurance qui est une assurance qui vient nous couvrir en cas d'incendie, et puis une assurance, enfin trois types, je dirais, une assurance contre l'incendie, une assurance contre la tempête, qui vient couvrir à peu près la valeur de la moitié des bois si demain il y avait une tempête, parce que comme on est avec des Douglas et des chênes, je sais par expérience que ce sont des bois qui, en cas de tempête, se vendent plus ou moins à la moitié de leur valeur. Et puis une autre assurance qui est l'assurance responsabilité civile. Alors, pour vous donner un exemple simple, si un promeneur, demain se promenait dans cette forêt et qu'il y avait une mauvaise branche ou je ne sais quoi, qui lui tombait sur la tête, eh bien, on est couvert sur ce type de risques qui sont des risques de responsabilité civile typiques. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la forêt? Au fond, la forêt, c'est un actif tangible et durable, c'est la définition. Tangible, pourquoi? Parce que c'est un bien que vous pouvez voir, que vous pouvez toucher. Et on avait dit qu'un jour, ce serait peut-être intéressant que ceux de nos actionnaires qui souhaitaient visiter une forêt avec moi puissent le faire un jour, avec grand plaisir, proche de Paris ou proche de vous voudrez. Tangible parce que on voit aussi dans le temps que ces forêts demeurent, s'améliorent et restent une valeur sûre. Je pourrais vous raconter des tas d'histoires de forêts qui, depuis 300 ans, ont su apporter leur dû quand on en avait besoin
et demeurent aujourd'hui sur pied et font partie de portefeuilles de soit d'associations, soit de fondations, soit tout simplement de personnes privées. C'est donc durable. Euh, je ne sais pas si vous êtes jamais allé, par exemple, à Augsbourg, pour raconter une petite histoire amusante. À Augsbourg, il y a une fougueraille, comme vous avez les béguinages à Bruges. Et cette fougueraille, c'est une centaine de maisons qui sont encore au goût du jour, qui avaient été montées par les princes fougueurs, qui étaient les grands financiers de Charles Quint. Et, euh, et ces maisons, pour pouvoir s'entretenir dans le temps, ont été données par ces princes fougueurs à ces maisons 2 000 hectares de forêt autour de Augsbourg, qui continuent à entretenir ces 100 maisons qui sont laissées à des gens nécessiteux pour l'équivalent d'1 euro euh, par an. Vous voyez, et ça dure depuis l'époque de Charles Quint. C'est pour vous dire que ça peut être très durable, une forêt, vous voyez. Bon, au-delà de ça, ça a d'autres qualités qui sont des qualités propres à l'écologie au sens scientifique du terme. Ça stocke du carbone. Vous savez que le CO2 fait partie des aliments qui va être transformé en oxygène, des aliments qui vont avec le sel, avec le soleil, transformer grâce à la feuille, grâce à la photosynthèse, transformer tout ça en sucre et permettre l'arbre de pousser. Ça purifie l'air et l'eau, hein, ça retient l'eau, mais ça la purifie également, et surtout ça purifie l'air. Ça constitue des sols. Les forêts, ça va chercher les éléments minéraux dans la roche-mère, et puis ça monte dans les feuilles ou les aiguilles qui tombent sur le sol, qui se décomposent, matière organique, puis matière minérale propre au sol. Ça lutte contre l'érosion, bien évidemment, ça retient les sols. Et puis, ce sont des lieux de biodiversité. D'abord dans les sols, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, 80% de la biodiversité, elle est sous vos pieds, elle n'est pas au-dessus. Et puis, il y a au-dessus, c'est un lieu encore très naturel, la forêt, même une forêt plantée, n'a rien à voir avec l'agriculture. C'est vraiment un lieu dans lequel la biodiversité est restée relativement intacte. Ces forêts sont certifiées également. J'ai monté avec 3 collègues ingénieurs dans les années 90 un certificat de gestion durable des forêts qui montre qu'on gère les forêts de manière durable, de telle sorte qu'elles sont encore présentes dans le temps avec toute leur biodiversité et toute leur capacité de production et l'apport à la société que ça peut avoir par le bois, notamment, ou par les loisirs, la promenade, la chasse, etc. Ce certificat s'appelle PEFC et c'est devenu le grand certificat mondial de gestion durable des forêts. Donc, toutes ces forêts sont certifiées PEFC. Elles captent du carbone, comme toutes les forêts, on peut l'estimer à peu près à 1300 tonnes par an, bien évidemment, et elles sont plutôt bien positionnées face au changement climatique qui qui a déjà commencé à, à causer de la mortalité, voilà, dans des forêts qui sont sur des sols ou avec des espèces peu adaptées aux nouvelles chaleurs qu'on peut rencontrer, enfin en période très sèche surtout, voire aux canicules, avec les températures qu'on peut avoir sur les canopées, voire aux canicules qu'on peut avoir l'été. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année dans le, au sein d'A23 Actifs Forestiers? Bon, on avait lancé une première levée de fonds l'année dernière à la même époque, qui a permis de lever 1,63 million d'euros avec 568 investisseurs, dont peut-être certains d'entre vous présents aujourd'hui autour de ce webinaire. Euh, le bilan 2024 de l'activité de la société 1, 2, 3 Forestier a été montré aussi, dans lequel on constate quoi? Ben que, comme je vous le disais, ce ne sont pas encore des forêts de revenus, c'est encore des forêts d'investissement. Mais par contre, la valeur liée au stock de bois, ben, lui, il continue à monter. Et puis, il y a la valeur qui est liée au marché immobilier en France des forêts qui continue à monter aussi. Alors, au plan technique, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 5 forêts? Je ne vais pas prendre le détail, j'ai simplement relevé les 3 points les plus importants. La première chose, c'est qu'on a voulu profiter du plan de relance. Le plan de relance, c'est quoi? Ce sont des subventions, ce sont des aides post-Covid, comme bon, dans bien des secteurs de l'économie en France, dont ont pu profiter les forêts de l'ordre de 100 millions d'euros, dont 60 millions d'euros à peu près qui ont été réservés aux forêts par an au départ, pour reboiser des parcelles pauvres
Parcelles pauvres, c'est quoi? C'est des parcelles dont des peuplements, voire des peuplements et des sols. Peuplement, ça veut dire des taillis en général, ou des peuplements, ou des peuplements qui souffrent du changement climatique et qui commencent à dépérir. Ou et souvent des peuplements qui sont sur des parcelles pauvres, mais pas forcément. Ça peut être lié aussi à l'historique d'une mauvaise gestion de ces parcelles. Donc, dont les valeurs, du coup, les valeurs forestières et financières de ces parcelles sont très basses, ne s'améliorent pas, et il faut les améliorer. Les améliorer, ça veut dire qu'il faut enlever les bouts de bois qui sont dessus, qui sont en général des mauvais bouts de bois, et replanter. Et au moment où on replante, on reçoit une subvention de 60%. Et l'investissement, les investissements qui sont en cours de réalisation sur 2024, 2025, 2026, parce qu'il faudra entretenir ces forêts, ces plantations, les dégager de la végétation adventice, ça représentera à peu près 45 000 euros. Et donc, sur ces 45 000 euros, il y a une subvention de 60%. C'est une opportunité comme je n'en ai jamais vu dans ma carrière de forestier. Donc, ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Et vous voyez que ça a concerné 6 hectares 50. Et moi, ma réflexion, c'est qu'au fond, on a trouvé que 6 hectares 50. Ça veut dire que le reste des parcelles est pas si mal foutu. Voilà. En tout cas, ces 6 hectares 50 d'un côté en Haute-Vienne, la Varogne, qui est un mauvais taillis, va être reboisé en feuilles mélangées à base de chêne. Et puis dans l'Indre-et-Loire, là, on avait une espèce de lande de sable, 4 hectares. Et c'est pour ça qu'on va mettre du pin maritime, avec des pins maritimes de qualité génétique absolument formidable. Alors, la deuxième chose, c'est qu'une forêt, à partir du moment où elle fait plus de 20 hectares, elle doit être est soumise à un plan de gestion. C'est quoi un plan de gestion? C'est un plan d'aménagement qui dit, qui dit pour une période de 10 à 30 ans, c'est choisi par le propriétaire, tout ce qu'on va faire comme travaux et tout ce qu'on va couper comme bois. Même si la gestion d'une forêt, au fond, il faut toujours avoir un regard sur la révolution, ça veut dire sur l'âge au bout duquel on va récolter un arbre. Un chêne, 120 ans, un Douglas, 50 ans, et on sait à peu près comment on va gérer cette forêt sur 50 ans, mais l'État français demande à ce que chaque propriétaire s'engage sur des travaux et des coupes de bois qu'il aura choisis, qui sont conformes à un règlement général de bonne gestion des forêts propre à la région dans laquelle est cette forêt. Et il dépose un document pour ce faire, qui décrit la forêt, qui a une carte et qui donne cet ordre de coupe et de travaux qui s'appelle un plan simple de gestion. Et ces plans simples de gestion, quand ils sont arrivés à leur terme, ou s'ils sont peu conformes ou peu utilisables, sont refaits. Alors, dans le cas du forêt du bout de la côte, il y avait un plan simple de gestion. Quand on a acheté cette forêt, c'était simple, il n'y avait rien dedans. À part une carte, il n'y avait rien dedans. Or, donc, d'une part, on ne pouvait rien faire, et d'autre part, il n'avait aucun intérêt. Donc, on a refait, et souvenez-vous, c'est cette forêt dans l'Aveyron qui a des fortes pentes. On a refait un plan simple de gestion qui euh, associe le paramètre pente, le paramètre de volume hectare en Douglas sur ces fortes pentes. Alors, pente au sens, est-ce que c'est accessible pour, pour l'exploitation forestière et comment? Quel volume d'arbres on a, et puis et la grosseur de ces arbres, et derrière ça, quelles parcelles on va commencer à pouvoir régénérer dans les 10 années à venir. Voilà, ça c'est ce nouveau plan simple de gestion qui va être déposé face à l'administration forestière régionale euh, à la fin de l'année. Et puis dans l'Indre-et-Loire, on avait tout simplement un plan simple de gestion qui est arrivé à son terme et qui a été renouvelé et qui continue dans la même philosophie que le précédent, c'est-à-dire qu'on transforme progressivement cette forêt qui était d'anciens taillis sous-fruités vers de la futée feuillue de chêne. Voilà. Et puis, le troisième événement important, c'est que dans les ventes de bois et les exploitations qui avaient été prévues, et essentiellement d'exploitation de petits bois de chauffage, d'éclaircies de chêne dans l'Allier ou de Douglas dans la Haute-Vienne, c'est-à-dire qu'on enlève des petits arbres ici ou là pour permettre aux meilleurs d'avoir plus de lumière et de continuer à grossir. Eh bien, tout ça a été reporté parce que, comme vous le savez, l'année a été très, très, très pluvieuse. Dans toutes ces régions dont je parle, on a eu 30-40% de plus en précipitations que la moyenne annuelle, et donc des sols trempés et sur lesquels les engins forestiers utiles à ces exploitations auraient eu des effets de tassement. La dernière chose à faire dans une forêt, c'est d'aller tasser les sols, parce que
C'est en tassant les sols, vous empêchez les racines de bien pouvoir se développer, de bien pouvoir s'approvisionner en eau parce qu'il y a moins d'eau, parce que les sols sont plus tassés, etc. Bref, vous accélérez le dépérissement des forêts s'il a commencé, ou en tout cas, vous le créez. Et donc, c'est la chose qu'il ne faut pas faire. Euh, et donc, on a décidé de reporter dans l'attente de temps plus sec. Et ça, ce sont des choses qui arrivent souvent en forêt. Ben, il faut savoir être sage et perdre une année, mais à l'échelle d'une forêt, c'est pas bien grave. Voilà. Effectivement. Les forêts, c'est un marché. Il se vend en France environ, la France, alors pour mémoire, c'est 16 ou 17 millions d'hectares de forêt, 16 millions 5, je crois. 75% de ces forêts sont privées et il se vend plus ou moins 100 000 hectares de forêt par an, de toutes petites parcelles ou de forêts plus importantes. Une grande forêt en France, c'est 1000 hectares à peu près. Enfin voilà, parfois il y a des plus grandes, mais déjà 1000 hectares, c'est beaucoup. Euh, et il y a un marché qui est suivi par un organisme qui s'appelle la SAFER, qui suit aussi les marchés fonciers pour l'agriculture, et ça permet de pouvoir suivre chaque année l'évolution du prix des forêts dans chacune des régions que vous avez sur cette carte. Et ce qu'on constate depuis au moins 20 ans, c'est que le prix des forêts augmente chaque année, chaque année, chaque année. C'est lié au fait que ce soit, comme je vous le disais en introduction, un produit qui est acyclique par rapport à l'économie réelle, l'économie courante, si je pouvais dire ça comme ça, mais aussi parce que le prix des forêts en France est très inférieur au prix des forêts dans les pays voisins. Et petit à petit, on a un effet de rattrapage en dehors de l'impétence qu'il y a aujourd'hui à à l'achat de forêts. Alors, vous voyez, par exemple, si on est dans le bassin parisien, le prix des forêts a augmenté de 10,3%. Si on est dans l'Est, le prix des forêts, il a augmenté de 0% et dans le Massif central de 8% pour nos forêts. Alors, pourquoi dans l'Est, ça n'a pas augmenté? Parce que c'est la petite forêt de Meurthe-et-Moselle. Et dans cette forêt de Meurthe-et-Moselle, on a décapitalisé un peu, on a coupé des vieux bois l'année dernière. Et donc, on a un rééquilibrage. Il faut que le temps que les bois qui restent regrossissent pour regagner en capital bois dans cette forêt. Ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que avec une inflation de 5,2% en 2022, 4,9% en 2023, la valeur en euros constants estimée, hein, évidemment, par expert, des forêts d'un autre actif forestier progresse de 2,7%. Euh, Au-dessus de l'inflation, enfin, une fois qu'on a enlevé l'inflation. Hein, donc, si on a, par exemple, 7,9% d'augmentation de prix, vous enlevez 5,2% d'inflation, il reste une augmentation de la valeur de ces forêts en moyenne de 2,7%. Les perspectives de tout ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, la plupart de nos forêts sont des forêts de rendement, c'est pas de capitalisation, ce n'est pas encore des forêts de revenus courants. Les premières productions qu'on va voir arriver sont dans 10 ans. Alors, c'est peut-être long pour vous, pour un forestier que je suis, 10 ans, c'est rien. Euh, Même si d'ici là, je serai peut-être sous terre, j'en sais rien, on verra. Valorisation, c'est aussi une valorisation sur laquelle on travaille aujourd'hui, des avantages écosystémiques en réflexion, pas tant captage du carbone, parce que enfin, je ne rentre pas dans le débat, ça n'a pas lieu d'être dans ce type de forêt, mais par contre, ça peut être de vente de biodiversité, et la coopérative que j'ai montée est en train de travailler sur tous ces sujets-là pour voir si on pouvait arriver à quelque chose là-dessus, comme ça se passe dans des pays voisins. Et puis, on a des politiques publiques qui ont un cadre très favorable par les aides à l'investissement depuis 3 ans, notamment. Hein. Parfait. Vous avez mentionné que le marché français est en retard par rapport au reste de l'Europe et qu'il y a un effet de rattrapage. Et comment vous pouvez expliquer cela, pareil, sur la baisse des surfaces vendues? Qu'est-ce qui, selon vous, Ah, explique une particularité sur l'année 2023 par rapport aux années oui. précédentes? Par ailleurs, je précise que la croissance, enfin, la croissance moyenne du prix à l'hectare d'une forêt sur les 30 dernières
dernières années, il me semble que c'est en moyenne à 3% de croissance annuelle, du prix à l'hectare d'une forêt en moyenne. Là, on a Oui, une oui, décomposition oui, oui, par région. oui, bien sûr. Alors, pour répondre à votre question, la baisse des surfaces vendues, parce qu'on a été sur des pics historiques. On est monté jusqu'à 130 000 ou de mémoire 130, 135 000 hectares, alors que la moyenne des surfaces vendues en France de forêt depuis longtemps a toujours tourné autour de 100, 110 000 hectares, quelque chose comme ça. Bon, et là, on est monté à 130 000 hectares, et puis on est redescendu, je ne sais plus combien c'était l'année dernière, mais de l'ordre de 120 000, ou j'ai plus le chiffre précis dans la tête, mais c'était de cet ordre-là. On est un peu encore au-dessus de la moyenne historique française. Voilà. Et puis, ce sont des ventes de forêts privées. Et donc, ce n'est pas quelque chose de constant, tout simplement. Ok, ça change d'une Mais ça année. tourne toujours autour des 100 000 hectares. On est monté à plus 25%, et puis on est en train de redescendre un peu. Voilà. Ok. Ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est dans ces 100 ou 130 000 hectares dont je parle, il y a toutes sortes. Il y a un hectare qui est l'hectare qui est au bout du champ de l'agriculteur de Trifouilly-les-Oies qui va acheter. Et puis, il y a des forêts qui sont soumises à un plan de gestion qui font plus de 20 hectares ou plus de 50 hectares. Si je prends plus de 50 hectares non bâtis, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas une maison au milieu, ça ne nous intéresse pas. Euh, Ça représente de l'ordre entre 35 et 45 000 hectares par an. Vous voyez, donc c'est un marché assez exigu au fond, hein. C'est pas un marché très important. Et une des raisons pour lesquelles, j'en profite pour le glisser, nous avons des massifs forestiers, vous voyez, qui ne sont pas très importants en surface, c'est de l'ordre de 50 hectares, 100 hectares. C'est que les massifs plus importants aujourd'hui sont achetés par des institutionnels, des assurances, des banques, et là, le prix augmente sérieusement, à tel point que, à mon avis, ça commence à compromettre le rendement propre de ces forêts. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, on achète des forêts qui sont plus petites, 40-50 hectares. D'aucuns vous diront, mais alors ça augmente les frais de gestion. Ben non, ça augmente pas les frais de gestion parce que je fais attention à ce que ce soit acheté précisément dans des bassins dans lesquels les coopératives sont suffisamment présentes. Et donc, une coopérative s'est organisée avec des forestiers, des techniciens, des ingénieurs forestiers qui travaillent à l'échelle d'un canton ou de deux, trois cantons et qui mutualisent là la gestion des forêts entre les différents adhérents de la coopérative. Et donc, ça n'augmente pas les frais de gestion. Et c'est ça qui est intéressant. Parfait. Je vous remercie. Alors, peut-être pour vous préciser un peu la structuration de l'investissement qu'on vous propose. Alors, on a créé une société, enfin, il a été créé une société qui s'appelle 1, 2, 3 Actifs Forestiers, qui est une société par action simplifiée. C'est cette société qui a acquis les 5 portefeuilles qui vous ont, enfin, les 5 forêts du portefeuille qui vous ont été présentés tout à l'heure. Donc c'est un actif de la société. Et ce qu'il est proposé, c'est que les investisseurs, au travers de l'endosphère, souscrivent à une augmentation de capital de cette société 1, 2, 3 actifs forestiers. C'est-à-dire que si vous participez, vous détiendrez une part de cette société, des actions de cette société, laquelle société détient directement les actifs. Ces actifs sont gérés par Monsieur Gilles de Boncourt en tant que président qui organise la gestion de l'ensemble de ce portefeuille et qui fait appel à Unisilva, qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est euh, sur le terrain pour s'occuper de la gestion forestière qui a été évoquée préalablement par Monsieur de Moncourt. Actuellement, comme on l'a précisé, il y a à peu près 1,7 million qui a déjà été souscrit, avec un objectif qu'on a de 2 millions d'euros pour la collecte qui est en cours actuellement et jusqu'au 31 décembre. On pourra bien entendu aller plus loin parce que enfin, on a commencé cette collecte forestière sur cette même société il y a un an et l'idée, c'est de rester sur cette société, de continuer à collecter sur cette SAS, puisque l'objectif est enfin, les forêts ont été actives, ont été acquises préalablement à la souscription qu'on vous propose
pour une logique de calendrier, puis pour sécuriser l'acquisition des forêts avant que les investisseurs ne souscrivent. Mais il sera bien entendu possible, si les investisseurs manifestent un appétit, une appétence particulière pour ce produit, de faire grossir le portefeuille de forêt de un, 2, 3 actifs forestiers. Alors, vous, en tant qu'actionnaire, si vous participez à cette opération, vous détenez un droit de vote et un droit d'accès aux informations. L'objectif est bien entendu de communiquer régulièrement, comme on le fait ici, après un an de gestion de cette SAS avec les investisseurs qui ont participé il y a un an à cette opération sur l'endosphère, de vous tenir informé de la gestion forestière, tout en vous précisant que comme ce que vous avez indiqué, Monsieur de Boncourt, on raisonne vraiment sur le long terme pour ce type d'investissement. Bon, il s'agit d'investissements assez peu volatiles, avec relativement peu de différence d'une année sur l'autre, puisque, comme précisé, on fait enfin, c'est un investissement sur le long terme, sur lequel la rémunération que vous percevrez dépendra de la revente future, principalement de la revente future des forêts. On vous conseille pour cet investissement de conserver les titres pendant au moins 5 ans, pour bénéficier d'un avantage fiscal qui est proposé dans le cadre de cet investissement, qui est l'IRPME, donc qui est une faculté que, alors ça je vais en parler un peu juste après. Je reviens sur l'investissement et les modalités principales. Donc le rendement, vous ne l'aurez a priori pas vraiment par l'exploitation forestière en elle-même, mais surtout par l'espérance de plus-value lors de la revente des forêts. Plus-value qui dépendra des conditions de marché qui seront obtenues pour la revente de ces actifs le temps voulu. Individuellement, vous avez la faculté à tout moment de trouver un acquéreur, c'est-à-dire de revendre vos actions. Néanmoins, je précise qu'à ce stade, il n'y a pas ou peu de marchés secondaires organisés euh, pour revendre vos actions. Vous avez la possibilité de le faire de gré à gré. Mais on n'a pas une certitude, nous, de vous trouver un acquéreur au titre que vous souhaitiez devriez revendre, en vous précisant que il s'agit d'un investissement sur le long terme. Si vous souhaitez, si votre objectif est de trouver une liquidité dans les quelques premières années à venir, on vous suggère de ne pas vous porter sur ce type d'investissement. Par contre, si vous souhaitez détenir cet investissement pendant plus de 5 ans et voire jusqu'à une dizaine d'années, c'est un investissement qui peut répondre à ce que vous recherchez. Alors, il y a un risque de liquidité, hein, bien entendu. La liquidité qui, comme je le précise, est incertaine. Et puis, il y a un risque de rendement, puisque on ne peut pas présager de quelles seront les valeurs, la valeur des forêts d'ici quelques années, quand on revendra les forêts. Néanmoins, ce qu'on vous précise, c'est que le marché des forêts est décorrélé des marchés financiers et immobiliers. Il s'agit d'une valeur refuge qui a une faible volatilité et qui offre, comme je le précisais, enfin, historiquement, une croissance du prix à l'hectare de 3% par année. C'est ce qu'on a constaté sur les 25-30 dernières années. Donc aujourd'hui, enfin, si vous souscrivez aujourd'hui et vous avez jusqu'au 31 décembre pour le faire, vous pourrez revendre à tout moment avec la réserve que j'ai indiquée tout à l'heure. Et à partir du 1er janvier 2039, vous pourrez demander à la société de revendre
enfin, à la société de racheter vos actions. Bon, laquelle revente sera euh, euh, dépendante de la trésorerie qu'il y aura dans la société. Euh, et la liquidité in fine se fera par une vente de l'intégralité des actifs de la société. Les forêts seront donc toutes revendues à terme. Cet investissement est éligible à la réduction d'impôt IR-PME si vous conservez vos actions pendant au moins 5 ans. Le principe étant que vous avez une réduction de l'impôt de revenu à hauteur de 18% du montant qui sera investi jusqu'au 31 décembre de cette année, avec une limite annuelle par souscription de 50 000 euros si vous êtes enfin, si vous avez un foyer fiscal composé uniquement de vous, ou de 100 000 euros si vous êtes un couple marié ou pacsé ou soumis en tout cas à une imposition commune. Donc c'est 18 000 euros, 18% du montant investi qui bénéficiera de cette réduction de l'impôt sur le revenu avec un plafonnement global à 10 000 euros par an et par foyer fiscal. C'est le mécanisme de ce plafonnement global vous permet de reporter l'excédent de cette réduction d'impôt sur le revenu jusqu'à 5 années à partir du moment où vous investissez. Alors concrètement, on l'a matérialisé, on a montré que 3 exemples sur cette slide pour vous donner un aperçu de à quoi ça peut ressembler, cette réduction d'impôt. Si vous êtes célibataire et que vous investissez 50 000 euros, et que vous conservez vos actions jusqu'au 1er janvier 2039, vous avez une réduction à l'IR à hauteur de 9 000 euros. 9 000 euros, donc 18% du montant investi. Et puis, alors ça c'est sur l'aspect fiscal, sur l'aspect de l'investissement, quel est l'intérêt économique à investir? Et ben, vous bénéficierez, le cas échéant, d'une plus-value lors de la revente des titres, cette revente étant organisée par un de trois actifs forestiers a priori, on peut espérer 2039. Si vous êtes marié et que vous investissez 100 000 euros en conservant vos titres également pendant une durée de 5 ans au moins, vous bénéficierez d'une réduction de l'impôt sur le revenu à hauteur de 18 000 euros, dont 10 000 euros sur l'imposition liée à 2024 et un report de l'excédent, donc 8 000 euros en plus, qui sera reporté sur l'année suivante. Et bien entendu, si vous allez jusqu'à la revente des actifs, vous bénéficierez en plus, mais ça c'est indépendant de l'aspect fiscal que je viens d'évoquer, de la plus-value sur la revente des actions. Et troisième exemple, à supposer que vous êtes marié, que vous investissez 70 000 euros et que vous conservez vos actions uniquement pendant une durée courte, que vous les revendez en janvier 2027, par exemple, là, vous ne bénéficierez pas de la réduction de l'impôt sur le revenu, car, comme je précisais, il est nécessaire que vous déteniez ces actions pendant au moins 5 ans. Donc, on vous conseille, bien entendu, de ne pas revendre vos titres dans les premières années de vos investissements. Néanmoins, dans ce cas de figure, vous pourrez bénéficier de la plus-value liée au prix de revente des actions. Il s'agit bien d'une réduction d'impôt et non d'un crédit d'impôt que vous pourrez déclarer dès votre déclaration en 2025 sur l'impôt sur le revenu 2024. Si je vous propose qu'on prenne quelques questions, dans tous les cas, vous avez la faculté d'aller sur le site Landosphère, où il y a une présentation qui est assez complète
des actifs, une présentation également du marché de la forêt sous ces angles d'espérance de plus-value et également des modalités d'investissement et de l'avantage fiscal. Vous retrouverez tout sur la page du site Landosphère consacré à cet effet. Est-ce qu'il est possible d'obtenir le plan cadastral des parcelles? Alors, je ne sais pas si on a communiqué sur le plan cadastral des parcelles. Alors, le plan cadastral parcelle. Je vous ai parlé de plan simple de gestion tout à l'heure. Ce plan simple de gestion qui est présenté à l'administration comporte les parcelles cadastrales. Alors, ce sont souvent des minuscules parcelles cadastrales. Alors, bien sûr, ça peut être accessible. Je ne sais pas comment on peut organiser ça à travers deux, trois actifs forestiers sur le net. Euh, bon, je ne sais pas ce que ça peut apporter, sauf à dire que ça confirme bien la bonne propriété par un, deux, trois actifs forestiers de ces parcelles cadastrales. Mais à partir du moment où les plans de gestion, les plans simples de gestion ont été déposés à l'administration, ça prouve bien que c'est la propriété, c'est la bonne et pleine propriété d'un, deux, trois actifs forestiers. L'administration refuserait d'agréer immédiatement le plan simple de gestion et on serait attaqué pour faux et usage de faux. Enfin, voilà. Il y a une question qui est posée sur la biodiversité. La gestion est donc principalement par régénération naturelle. Ça, c'est une question. Y a-t-il des coupes rases? Et y a-t-il un suivi scientifique pour le suivi de la biodiversité? Alors, c'est une vaste question. Je ne sais pas ce C'est qu'on vaste. appelle un suivi scientifique pour la biodiversité. Pour répondre simplement, un forestier, à la différence d'un agriculteur, par exemple, il considère par diagnostic la forêt dans son élément naturel, son écosystème, et à travers cet écosystème, il va gérer la forêt. Donc, il doit connaître l'écosystème. Sinon, eh ben, au bout de 5, 10 ans ou 15 ans, on commencera à avoir des problèmes sérieux dans la forêt. Donc, il doit le comprendre, le respecter, l'accompagner pour produire des arbres. Ensuite, le problème de la coupe rase, c'est un très mauvais terme. Le mot coupe rase en France vient du fait qu'on demandait aux bûcherons de couper les arbres en laissant la souche la plus ras possible du sol. Et bon, et ça, c'est resté dans le langage commun forestier. Les Anglais disent clear cut, les coupes de mise en lumière. Je préfère ce terme-là. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait deux types de futaies. La futée irrégulière, c'est-à-dire tous les âges sont mélangés dans une parcelle, mais il y en a peu en France, hein, c'est de l'ordre de 20 à 25% 20% des surfaces de forêt françaises. Et donc, on coupe un arbre ici ou là en permanence dans la forêt. Mais dans la plupart du temps, en France, on a un âge par parcelle et on a tous les âges dans une forêt. Et quand on arrive à maturité des bois, comme quand on arrive à maturité d'un champ de blé, on coupe tous les arbres de cette parcelle qui est régénérée, soit naturellement parce qu'on repart sur le semis, soit on introduit de nouvelles espèces, de nouvelles types d'arbres ou des nouvelles génétiques, ce qui est le cas pour le changement climatique, à cause du changement climatique. Et la forêt repart à partir de l'âge de 1 an. Voilà. Et ça, on le décrit comme une coupe rase. Alors, c'est, euh, c'est très fortement critiqué par les écologistes, mais comme très souvent, enfin, les politiques au sens politique du terme, comme très souvent, il y a de la méconnaissance de ce que ça signifie. Parce qu'en réalité, ça apporte de la lumière et ça augmente la biodiversité à l'échelle d'un massif forestier. Et, euh, on regarde toujours la biodiversité à l'échelle d'un massif forestier et non pas à travers 10 arbres ou un hectare. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ce serait un long débat que de pouvoir en parler. Retenez que ce n'est pas forcément dommageable de faire une coupe définitive, au contraire. Et par contre, c'est dommageable de faire une mauvaise exploitation forestière. Et souvent, on montre des images de mauvaise exploitation forestière. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait reporté des exploitations d'1 an précisément pour ne pas faire de mauvaises exploitations forestières. Voilà. Parfait. Une question qui est posée, donc quelqu'un qui vous remercie pour la clarté de vos propos et qui vous demande de résumer ce que ça vous apporte à titre personnel, le montage de ces investissements.
quel est votre intérêt à mettre en place, enfin, à être président de cette société, je suppose, et à vous occuper de un, deux, trois actifs forestiers. Vous l'avez évoqué Ah, brièvement c'est très pendant simple. pendant la présentation. Vous avez indiqué que historiquement, enfin, vous travaillez avec un, deux, trois Venture, alors je précise, un 2-3 Venture, aujourd'hui s'appelle un 2-3 Investment Managers et Oui, oui, c'est pardon. le Oui. groupe duquel l'Endosphère dépend. C'est-à-dire que l'Endosphère, parmi enfin, son actionnaire principal, c'est le groupe 1-2-3 Investment Managers, qui est une société de gestion multi-thématique, mais qui a fait de l'investissement dans la forêt et qui a travaillé depuis assez longtemps avec Gilles de Boncourt. C'est comme ça qu'ils se sont connus. Je vous laisse la main, monsieur Deboncourt. Oui, eh ben, c'est très simple. Un forestier, c'est comme un curé. Il fait ce métier-là par vocation. Donc, il est passionné par les forêts. Euh, et donc, quand un 2-3 IM m'a proposé de faire ce montage pour rendre la forêt accessible à tout à chacun, j'ai trouvé le projet d'abord séduisant et ensuite c'est un bon moyen pour moi dans ma retraite, au long de ma retraite, de continuer à avoir un pied en forêt un peu partout. Voilà, et c'est pas non plus, on pourrait dire, mais il y a un intérêt financier. Non, oui, oui, je gagne, je suis payé pour la gestion de tout ça, mais c'est pas des cents et des mille, loin de là. C'est vraiment cette passion de la forêt qui me conduit à vouloir continuer et apporter mon savoir-faire, parce que je pense que j'ai acquis une expertise. euh, enfin, qui est connu en France, en tout cas. Et Voilà. il y a une question qui est posée sur le contrat de maintenance des forêts de un 2 3 actifs forestiers. Et la question est, est-ce qu'on est dans les coûts de marché? Est-ce que c'est un coût équivalent à ce qui en sortirait d'un appel d'offres, par exemple, pour la maintenance, enfin pour la maintenance, pour la gestion forestière? Alors, Et si on peut-être entend par quelques... gestion forestière la vente des bois et les travaux qui sont effectués, alors la vente des bois, elle se fait de deux manières. Soit c'est sur des contrats d'approvisionnement industriel à travers les coopératives avec lesquelles on travaille, dans lesquelles les prix sont révisés pour rester au prix du marché. Soit c'est fait, ça a été le cas pour certains bois, à travers des ventes aux enchères. Pour des bois de très belle qualité, on les vend aux enchères. Bon, donc là, c'est le meilleur qui l'emporte. Pour les travaux, c'est la même chose. Ce sont des panels. Il y a une partie qui est réalisée en propre par les coopératives, mais assez peu. C'est pour des petits boulots. Mais sinon, pour des surfaces plus importantes, c'est réalisé à travers des choix d'entreprises sous-traitantes dans lesquelles il y a une compétition en prix. Mais au-delà du prix, j'ai envie de dire que c'est d'abord la qualité qui doit jouer. C'est une fois qu'on a arrêté la qualité des interventions et des intervenants qu'on peut discuter du prix. Si on ne regarde que le prix, ça vous amène à faire n'importe quoi. Et comme on n'oubliez pas qu'on est sur des investissements qui sont faits pour durer 50 ans ou 120 ans, un mauvais investissement, eh ben, ça conduit à rien du tout. Et parfois, il vaut mieux savoir donner un petit peu plus et avoir réalisé un bel investissement. Voilà. Vous achetez une voiture, si vous achetez une Mercedes, vous savez que ça va durer plus longtemps qu'une Renault. Eh ben, faut savoir sur quoi on investit et pourquoi on investit. Parfait. Monsieur de Boncourt, je vous remercie pour cette présentation très claire. Merci à vous tous qui vous êtes connectés, qui avez posé des questions. Et bien entendu, vous avez la faculté, je le rappelle, de participer jusqu'au 31 décembre en vous rendant sur le site Landosphère. Vous aurez accès à un nombre important d'informations qu'on a pu évoquer pendant cette heure sur la forêt, les forêts concernées par un, deux, trois actifs forestiers, l'investissement qu'on vous propose, l'avantage fiscal, le marché de la forêt. Et je rappelle que c'est un investissement sur le long terme qui est relativement différent que ce qu'on a l'habitude de proposer. Et on le propose pour que vous ayez un portefeuille diversifié au travers de l'endosphère et pour la plus-value environnementale qu'on voit à la gestion forestière de ces forêts qui sont sous label, comme le précisait PEFC, comme le précisait Monsieur de Boncourt tout à l'heure. Je vous remercie à tous et très bonne journée. Merci de votre confiance.